Salut tout le monde, j'espère que ça va. Juste pour dire que j'ai décidé de refaire des petites vidéos cette année. Et donc on commence par le module neuro, le module sûrement le plus complexe en termes de matière, mais qui demande beaucoup de compréhension plus que du par cœur, même s'il en faut toujours un petit peu. Pour commencer simple, du coup j'ai essayé de revoir au sein de la moelle épinière les voies ascendantes avec un S et les voies descendantes. Donc en commençant par les voies ascendantes, on commence par la voie cordonale postérieure qui véhicule les informations épicritiques, vibratoires et j'aurais pu ajouter aussi proprioceptives. Je me suis aventuré dans essayer de dessiner un peu les voies afférentes végétatives. Ici, dans le syllabus de M. Scholtes, il me semble qu'il met qu'elles sont centrales dans la voie cordonale postérieure. Mais en homéo, on a vu que c'était plutôt la voie du système antérolatéral qui était prise par ces afférences-ci. Donc pour continuer justement avec ce système antérolatéral, donc qui véhicule les informations de type protopathique, donc thermoalgésique et tactile grossier. Et enfin, on a les voies spinocérébelleuses qui, comme leur nom l'indique, envoient des informations au cervelet. Juste petit rappel, cette voie-là, du coup, elle va envoyer les informations au cortex cérébelleux ipsilatéral, puisque soit elle reste du même côté, ou alors elle croise puis recroise, donc ça revient au même, juste un petit détail. Pour revenir à la voie protopathique, donc elle emprunte un chemin qui va de la moelle épinière jusqu'au thalamus avant de faire relais pour aller au cortex, donc on appelle ça la voie spinothalamique. Ça fait partie du système antérolatéral vu sa position. Pour la voie cordonale postérieure, on peut aussi l'appeler la voie lemniscale. Ce que je n'ai pas représenté ici dans le cordon postérieur, c'est qu'il y a deux faisceaux principaux qui sont médiales pour les faisceaux de Goll ou gracile et plus latéral pour cunéiforme ou de Burdak. Pour le gracile, moi je m'en rappelle en sachant qu'il y a un adducteur qui s'appelle le gracile ou le droit interne au niveau du membre inférieur, donc je sais d'où ça vient. Pour le cunéiforme, comme on a vu en cours, c'est entre le cul et le nez, donc on retient que c'est au niveau du membre supérieur. Ensuite, ces faisceaux vont remonter jusqu'au niveau du tronc cérébral où ils vont faire synapse entre le premier et le deuxième neurone dans deux noyaux qui ont les mêmes noms que les faisceaux. Une fois qu'ils ont fait synapse, le deuxième neurone va croiser au niveau du lemnisque médian, donc d'où le lemniscal. Et pour info, on a deux autres lemnisques qu'on a vus en cours. Il y a le lemnisque latéral pour les voies auditives et le lemnisque trigéminé pour la sensibilité véhiculée par le nerf trijumeau. Une fois que le second neurone a croisé, du coup, il va faire un relais au thalamus avant d'aller se diriger vers le cortex sensitif primaire, post-central. Il faut aussi se rappeler que pour la voie protopathique, on a aussi trois neurones, donc essayer de remémorer où est-ce que se font les synapses, vu que c'est à des endroits différents, pour bien avoir la compréhension des différentes voies sensitives. Ensuite, on peut passer aux voies descendantes cette fois-ci. On va commencer avec les faisceaux pyramidaux qui sont un peu plus postérieurs que ce que j'ai représenté sur le dessin. Et on a aussi du coup tout ce qui est extra-pyramidal en bleu. Les faisceaux pyramidaux, donc pour 80% plus ou moins, croisent au niveau des pyramides. Et ensuite, les 20% qui restent croisent une partie qui est plutôt médiale ventrale avant de faire synapse dans la corne antérieure. Pour ce qui est de la topographie vraiment des efférences au niveau des membres, ici le membre sup c'est un bon modèle pour se représenter ça. Les synapses qui vont innerver plutôt les muscles du tronc seront plutôt médiales par rapport à celles qui vont innerver la partie distale des membres qui sera plutôt latérale. Puis en bleu, j'ai schématisé les voies extra-pyramidales qui sont inconscientes mais somatiques, bien dissocier le côté conscient, somatique, végétatif. Ces voies extra-pyramidales, elles peuvent avoir des origines différentes. Donc si ça vient du tectum du mésencéphale au niveau des tubercules quadrijumeaux, on va appeler ça la voie tectospinale. Elle a une importance dans le mouvement de la tête et du cou pour coordonner ça avec les yeux, si je ne m'abuse. Ensuite, on a la voie réticulospinale, donc qui va venir de la substance réticulée, qui elle a une action dans la posture et dans les muscles antigravifiques, on va dire. Et on a la voie vestibulospinale qui vient du noyau vestibulaire qui est juste en avant du cervelet et du quatrième ventricule, au niveau du pont, qui va aussi envoyer des efférences. Comme son nom l'indique, elle va intervenir dans l'équilibre.
Ensuite, je voulais faire un petit rappel sur la dissociation entre voie extrapyramidale et système extrapyramidal, donc qui comprend les voies qu'on vient de citer, extrapyramidales, le cervelet et les noyaux gris de la base. Donc si on a une atteinte des noyaux gris de la base, on pourra avoir une manifestation de type syndrome extrapyramidal. Ok, maintenant on va pouvoir passer sur le sujet de la douleur. On l'a vu beaucoup en cours. C'est méga important autant sur le fait qu'on peut avoir des questions là-dessus à l'examen, mais surtout sur l'application clinique qu'on aura plus tard, puisque comme on dit les profs, on aura toujours des patients qui ont mal. Donc autant bien comprendre ce mécanisme-là dès le début. Donc on a vu que la douleur, elle pouvait être véhiculée par tout un tas de signaux différents. Les signaux chimiques, on va les regrouper sous le nom de soupalgogènes, et ils peuvent avoir des origines différentes, telles que des lésions tissulaires qui vont rendre extracellulaires les protons, du potassium, de l'ATP, ou aussi des médiateurs inflammatoires qui sont principalement la prostaglandine, la bradykinine et l'histamine. Et ces signaux-là vont aller se fixer sur plutôt des chémorécepteurs, mais on a aussi des thermorécepteurs, des mécanorécepteurs et des récepteurs polymodaux comme les récepteurs TRP qu'on a pas mal vus, comme par exemple le récepteur TRPM8 qui va fixer le menthol et qui peut détecter aussi le froid. Donc quand le menthol sera fixé, on aura une sensation de froid. Pourquoi c'est pas l'inverse? Quand on a du froid, ça goûte le menthol, je vous le demande. Ensuite, une fois que le signal va être détecté par les récepteurs, il va y avoir un potentiel d'action qui va être acheminé par des fibres de type A delta ou des fibres C. Donc A delta, elles sont plus grosses, elles sont un peu myélinisées, donc l'influx va aller plus vite, donc ça va être ces fibres-là qui vont caractériser une douleur vive dès qu'on a un coup ou dès qu'on se brûle. Ça va être la première seconde où on va sentir vraiment la douleur. Ensuite, la douleur tardive, elle sera véhiculée par les fibres C qui sont du coup plus lentes en termes de propagation d'un flux électrique. Une fois que les informations véhiculées par ces fibres sont remontées vers la moelle épinière via les nerfs périphériques et la racine dorsale, elles vont arriver au niveau de la corne dorsale pour faire synapse avec le deuxième neurone qui lui va emprunter la voie spinothalamique du système antérolatéral et remonter jusqu'au thalamus pour faire synapse, et ensuite le troisième neurone fera synapse au niveau du cortex sensitif primaire avec la topographie, la somatotopie de l'homunculus de Penfield. Mais avant d'arriver au cortex sensitif primaire, il va y avoir tout un tas de collatérales qui vont être données à différentes structures et qui vont avoir différentes fonctions. La première que j'ai mis ici, c'est pour la modulation et la régulation de la douleur. C'est pas dans l'ordre anatomique. Donc on aura la substance réticulaire rostrale ou formation réticulaire rostrale avec la substance grise périaqueducale qui vont avoir des rôles de modulateurs de la douleur. Comme on a vu, ça va être principalement la noradrénaline et la sérotonine au niveau de la substance réticulée qui vont avoir un effet modulateur avec leurs noyaux respectifs qu'on verra juste après. Ensuite, j'ai indiqué l'hypothalamus qui va déclencher les réactions végétatives principalement du système orthosympathique ici, qui va se caractériser par une tachycardie, une sudation augmentée et tout ça. Ensuite, on continue dans les collatérales. Donc on va avoir des afférences qui vont arriver au niveau du système limbique pour donner des réponses émotionnelles. Cette collatérale, elle a pour but de finalement nous faire ressentir et conscientiser ce qui nous arrive, qu'on ne kiffe pas trop. Et ensuite, la prochaine collatérale, elle a un lien aussi avec ça, puisqu'on va essayer de garder en mémoire ce stimulus qu'on n'a pas apprécié du tout, pour éviter que ça nous réarrive par la suite. Donc le système limbique et le circuit de Papez par la mémoire, il y a certaines structures qui sont communes. Ici, il faut essayer d'apprendre un peu par cœur, soit le circuit de Papez qui est un peu une continuité anatomique, et le système limbique, on rajoute le cortex cingulaire et 2-3 autres structures et on est bon. Enfin, j'ai terminé avec l'éveil. Quand on se prend un coup ou quoi, on est tout de suite pris par ça et on est tout de suite plus éveillé. Avec la substance réticulée activatrice ascendance ou formation, on a aussi énuméré les différents noyaux qui la composent avec les différents neurotransmetteurs, donc noyau du Raphe pour la sérotonine, le locus coeruleus pour la noradrénaline, le noyau pédonculopontin pour l'acétylcholine, le noyau tubéromamallaire pour l'histamine et l'aire tegmentale ventrale pour la dopamine.
Donc ici, moi je pensais que c'était vraiment que sur le mésencéphale et le pont que ça se présentait, mais du coup le noyau tubéro-mammillaire par exemple, il est plutôt au niveau des corps mammillaires, donc ça remonte relativement assez haut et ça peut redescendre relativement bas avec le noyau pédonculo-pontin, donc plutôt au niveau du pont. Ensuite, donc ça fait relais au niveau du thalamus, plutôt au niveau des noyaux ventraux postérieurs. Le thalamus postérieur a plutôt une action sensitive, on va dire, et le thalamus antérieur plutôt effectrice. Et enfin, donc, le troisième neurone va faire synapse au niveau du cortex, au niveau de l'aire sensitive primaire post-centrale, donc par rapport à la scissure de Roland. Et pour finir, je voulais juste revenir sur les différentes voies qu'on a pu voir dans les sélections des programmes moteurs au niveau des noyaux gris centraux. Pour rappel anatomique, avant de démarrer, le petit rond un peu marron qui est au milieu, c'est le noyau codé qui est à côté du thalamus en bleu et qui forme avec le putamen vert foncé, on va dire. Le striatum, il y a des petites stries qui peuvent traverser l'espace blanc qui est la capsule interne entre ces deux structures-là, et le putamen et le globe pâle forment le noyau lenticulaire. En dessous, on a le noyau sous-thalamique, et encore en dessous, on a la substance noire avec la partie réticulée et la partie compactée, ou pars reticulata et pars compacta. Pour la réticulée, c'est du GABA, et la compactée, c'est de la dopamine. On verra après comment est-ce que ça intervient dans les circuits. Ici, pour commencer, on va juste partir d'un principe qui va nous simplifier la tâche, c'est de se dire que tous les neurones qui quittent le cortex frontal associatif qui va décider d'un programme moteur qu'il aimerait bien mettre en place vont être excitateurs. C'est pour ça que je vais les faire en vert, tous les premiers neurones de chaque voie. Ensuite, ce premier neurone-là de la voie hyperdirecte, donc c'est la voie qui va être utilisée la majorité du temps, donc on est au niveau moteur la majorité du temps au repos. Donc on va chercher à inhiber un programme qui voudrait s'exprimer. Donc cette voie hyperdirecte là, elle part du cortex pour aller au niveau du noyau sous-thalamique pour le premier neurone et exciter un neurone qui est aussi excitateur, qui part du noyau sous-thalamique pour aller au globe pâle interne. Ici, elle va faire synapse avec un neurone qui sera inhibiteur. Ce sera le seul de cette voie-ci, donc au final, si on ajoute tous les plus et tous les moins, ce sera une inhibition. Cette inhibition sera tonique, vu que comme on l'a dit, ce sera la majorité du temps. Donc c'est tonique, ça reste en tension tout le temps pour inhiber le thalamus qui lui a toujours une activité excitatrice au niveau des cortex prémoteurs et moteurs. Ensuite, avant de passer à la voie suivante, on va rajouter un principe qui va aussi nous aider à construire les différentes voies, c'est qu'on va à chaque fois ajouter un neurone inhibiteur. Donc là, si on ajoute un neurone inhibiteur sur une voie qui de base était inhibitrice, ça va donner une excitation et on va effectuer le programme moteur. Donc je parle ici de la voie directe. Cette voie directe, elle part du même endroit pour arriver au niveau du putamen où elle va faire synapse avec un neurone qu'on appelle épineux moyen qui est dopaminergique. Il y a aussi un circuit d'interneurones cholinergiques qui peut expliquer certains traitements pour des troubles moteurs. Donc on arrive au niveau du putamen, nerf épineux moyen et puis circuit d'interneurone acétylcholine, mais en résulte une excitation d'un neurone inhibiteur qui va du putamen au globe pâle interne. Et il arrive au globe pâle interne sur le même neurone qu'on a vu juste avant, qui va rejoindre le thalamus et qui est inhibiteur. Donc le neurone entre le putamen et le globe pâle interne est inhibiteur et celui du globe pâle interne au thalamus aussi. Donc moins et moins, ça fait plus. Et comme on a un autre neurone excitateur entre le cortex et le putamen et un autre entre le thalamus et le cortex, il résulte un signal positif pour effectuer le programme moteur. L'inhibition qu'on va avoir entre le putamen et le globe pâle interne dans cette voie directe, on va l'appeler phasique parce qu'elle va inhiber transitoirement l'inhibition tonique dont on parlait juste avant dans la voie hyperdirecte. Donc comme ce n'est pas la majorité du temps, c'est par phase, donc c'est une inhibition phasique. Ensuite, on va avoir la voie indirecte. Donc pour cette voie-là, même principe, on va rajouter une inhibition et on va voir où est-ce qu'on va mettre cette inhibition. Donc on part du cortex pour arriver au putamen avec les mêmes circuits que j'ai décrits pour la voie directe. Et ensuite, au lieu d'aller au globe pâle interne, on va aller au globe pâle externe. C'est du détail. Si ça paraît trop compliqué, retenez juste globe pâle. Et ensuite, ce neurone inhibiteur va inhiber un neurone aussi inhibiteur qui va aller sur le noyau sous-thalamique. Donc c'est une double inhibition
au niveau des noyaux gris, si on peut dire, et donc ça va activer le noyau sous-thalamique. Et le noyau sous-thalamique, on l'a vu dans la voie hyper directe, il a tendance à inhiber de forme générale les programmes moteurs. Et donc inhibition plus inhibition, ça fait excitation, mais excitation du noyau sous-thalamique qui lui ensuite inhibe le thalamus avec la voie hyper directe et on disait l'inhibition tonique. Et donc on a 3 moins sur le circuit, donc c'est un nombre impair et il en résulte un moins et donc on a une inhibition. Et ça, cette voie-là, elle est utilisée pour inhiber les programmes moteurs non désirés. On a une présélection au niveau du cortex frontal plutôt associatif qui va intégrer des informations visuelles et tout un tas de choses qui vont lui faire dire ok, mais là il y a un lieu en face de moi, il va falloir que je bouge. Donc pour bouger, j'ai envie de sélectionner tel ou tel programme moteur. Ensuite, au niveau des noyaux gris, on aura une sélection des programmes moteurs pertinents pour plutôt fuir plutôt que commencer à faire une danse disco devant le lion. Et enfin, on va avoir l'exécution du programme moteur qui va se passer au niveau du cortex moteur à proprement parler. Et le prémoteur, il va préparer, on va dire, le programme moteur pour qu'il soit bien livré comme il faut, pour l'exécuter comme il faut. Pour finir, on va avoir une intervention de la substance noire qui se trouve en dessous du noyau sous-thalamique. Donc comme je disais au début, on a la substance noire réticulée qui sera plutôt GABAergique et la compactée qui sera plutôt dopaminergique. Donc de la substance noire compacte, on va faire partir un neurone qui va rejoindre la voie directe et indirecte. Je l'ai mis en bleu parce qu'il va donner 2 neurones avec des intentions différentes. Donc on va partir pour l'excitation. On a une branche de ce neurone qui vient de la substance noire compactée dopaminergique qui va aller stimuler la voie directe. Donc c'est juste, on retient la voie directe et on sait que ça va agir en stimulant cette voie-là via des récepteurs D1 qui sont les mêmes que D5 et qui sont plutôt des récepteurs aux protéines G alpha S si je ne m'abuse. Ensuite, on a une deuxième branche qui va cette fois-ci inhiber la voie indirecte qu'on vient de voir. Donc ça rajoute une inhibition et ça va rajouter une inhibition sur un circuit où on avait 3 moins et donc ça fait un 4e moins, ce qui fait qu'on va lever cette inhibition de la voie indirecte. L'objectif de cette voie entre la substance noire et le putamen, c'est de renforcer les programmes moteurs adaptés et aussi de lever l'inhibition des programmes moteurs qui vont arriver ensuite. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo neuro. J'espère que ça vous aura aidé ou en tout cas aidé à étudier et à revoir certaines choses que vous saviez ou non. Voilà, j'espère que vous allez tout déchirer sur cette session qui s'annonce corsée. Force à vous et à plus.